fait, le but c'est aussi que la journée des questions, des débats se fassent, donc n'hésitez vraiment pas à interagir. Enfin, peut-être pas pendant les présentations, à moins que vous soyez d'accord avec, mais j'imagine que non. N'hésitez vraiment pas à être actif et dynamique. Eh bien, bonjour à tous. Merci en tout cas pour votre invitation, M. Bruno Fluchard et M. Fabrice Jaouen. Nous sommes ravis de venir à cette conférence IHM et IA. Et pour démarrer la journée, on vous propose avec Juliette de démarrer sur le thème IA génératif quand les sciences humaines s'en mêlent. Alors on se présente, moi je suis Alexandra Delmas. J'ai fait ma thèse à l'INRIA il y a quelques années maintenant, mais à Bordeaux. Je suis docteur en sciences cognitives et ma collègue Juliette qui est docteur en psychologie du travail. Ça fait 5 et 6 ans maintenant qu'on travaille chez OnePoint. Je ne sais pas si vous connaissez, OnePoint c'est une entreprise de services du numérique. On est 3000, donc à Bordeaux on est 350. Et en fait, nous on travaille dans le pôle recherche et développement, donc sur toutes les activités sciences humaines et liées avec l'intelligence artificielle. Et en fait, on a proposé ce sujet parce que depuis quelques années, on se rend compte que nos clients, qui sont autant des PME que des grands comptes, ont un engouement sur cette technologie. On en entend tout le temps parler aux actualités, mais aussi des craintes qui limitent peut-être d'une certaine façon cette adoption à cette technologie. Donc dans ce sujet, on voudrait poser un peu les bases sur ce que ça implique réellement et quelles propositions, quel accompagnement on peut mettre en place pour faciliter cette adoption. Alors, la première chose déjà à regarder, c'est comment on peut anticiper cette transformation au sein des organisations. Quelques chiffres, alors il n'y a pas beaucoup d'études qui sont sorties encore. Là, il y en a une qui est du BPI Lab, qui a montré que sur un an, les TPE et PME utilisent 16% en plus ces outils d'IA générative. On est à 31% contre 15% en un an. Mais ces investissements restent limités parce que seulement 9% des entreprises françaises ont investi dans l'IA de façon générale sur des projets dédiés sur ces 3 dernières années. Et dans ces 9%, il y a seulement 2% qui font des investissements réguliers. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'utilisation de ces outils et vraiment l'investissement sur des projets dédiés qui mettent en avant un manque d'accompagnement sur ce que peut vraiment apporter cette adoption de l'IA générative. Ce décalage, on le voit aussi dans une certaine résistance au changement. C'est en partie dû à une angoisse. 49% pensent que certains postes seront remplacés par une IA d'ici 3 ans. Notamment, ces angoisses, on les retrouve surtout dans le milieu créatif. On voit là qu'il y a cette révolution technologique fait un peu peur dans le sens où elle est vraiment vue comme une menace sur les activités des personnes. En fait, cette résistance peut en partie s'expliquer par différents facteurs, comme va le présenter Juliette. Alors oui, en effet, on va voir qu'il y a plusieurs facteurs de résistance au changement, puisqu'en fait, un changement organisationnel, ça n'apparaît pas seulement à la suite d'une restructuration, mais ça peut aussi être amené par de nouvelles pratiques et l'arrivée de nouveaux outils de travail. Donc l'IA peut être considérée comme un changement et donc amener son lot de résistance. Et finalement, on voit qu'il y a plusieurs facteurs de résistance qui ont été répertoriés par la littérature, mais Bareil souligne que finalement, les gens ne résistent pas tant au changement, mais bien à la manière dont il est mis en œuvre. Donc en fait, ce qui va le plus bloquer, c'est la manière dont le changement va être amené. Donc bien souvent avec des manques d'organisation, du manque de communication et le manque d'implication des différentes parties prenantes en fait. Donc on voit bien ici que finalement ce qui va être important, c'est de bien préparer et accompagner l'introduction de l'IA dans les pratiques de travail. Mais on va y revenir plus loin au cours de cette présentation. Alors on voulait vous présenter très concrètement un exemple d'outil qui est utilisé dans l'analyse d'impact du changement
Et donc, il peut aussi s'adapter à l'introduction, dans un contexte d'introduction de l'IA dans l'organisation. Donc, ça s'appelle l'OMOC, donc organisation, métier, outils et culture. Et finalement, ça permet de qualifier le changement et de faire ensuite une analyse d'impact entre l'existant et la cible souhaitée. Donc finalement, c'est un outil qui permet d'avoir une vision systémique du changement, quel qu'il soit. Et donc, il s'utilise généralement dans le cadre d'ateliers avec les différents métiers. Et ça permet vraiment de voir où est-ce que le changement va être le plus impactant. Donc, chacun des axes est analysé et va être noté de 1 à 4. Donc, 1 étant le plus faible impact et 4 étant le plus fort impact. Et donc, finalement, le résultat est représenté par une cible. Et ça permet de visualiser en fait là où le changement va être le plus impactant. Voilà, sur quelle dimension il va y avoir le plus d'impact. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on voit bien que ça va être plus au niveau des métiers où il va y avoir un impact fort du changement. Et finalement, ça permet de cibler les actions d'accompagnement et de préparer un plan d'action adapté avec des points de vigilance vraiment adaptés aux dimensions où il y aura le plus fort impact. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter un outil, un outil très concret. Hop. Mais à ce type d'outil, on peut y associer des analyses plus globales avec des questionnements peut-être un peu plus simples mais efficaces. Parce que comme le disait Alexandra, en effet, on a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous voilà, parce qu'il y a une volonté d'y aller, de faire de l'IA, mais bien souvent, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi faire. Et donc, ok, il y a des questions simples, mais qui sont finalement très pertinentes et qui doivent être adressées. Donc, finalement, une réflexion approfondie d'abord sur les tâches qui sont réalisées par les salariés est indispensable. Donc, il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui est fait, voilà, par les salariés, leur activité réelle, comment cette activité elle est réalisée, avec quelles ressources, mais aussi quelles sont les contraintes organisationnelles et humaines qui sont déjà existantes. Donc il faut déjà se poser ce type de questionnement-là en amont. Et ensuite, on pourra se dire, ok, donc l'introduction de l'IA, quels métiers et quelles populations vont être le plus impactés, quelles tâches vont être impactées, donc est-ce qu'elles vont être automatisées, transformées, enrichies, quels bénéfices attendons-nous de l'IA, et enfin, quelles contraintes peut-elle générer, donc en termes de surcharge cognitive, voilà, de perte d'autonomie peut-être, ou des enjeux éthiques, notamment par rapport à, par exemple, des biais algorithmiques, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont à adresser. Et finalement, c'est tout ce questionnement-là initial, ça permet d'anticiper la transformation et de mieux cibler les actions d'accompagnement qu'on va ensuite mettre en place. Donc, une fois cette phase de diagnostic réalisée, quel accompagnement on peut réaliser pour faciliter l'adoption de l'IAG? Donc d'abord, une réflexion que l'on partage avec plusieurs chercheurs, c'est que finalement, l'IA, ça reste une technologie comme une autre. Et il y a beaucoup de littérature scientifique, en tout cas en psychologie du travail, sur l'usage des technologies et les ressources et les contraintes qu'elles peuvent générer. Et on voit qu'à l'instar des technologies d'information et de communication, eh ben, l'IA, elle aussi, elle présente cette même dualité entre les ressources qu'elle peut proposer, donc notamment en termes voilà, de productivité, et les contraintes qu'elle peut générer chez les personnes. Donc par exemple de la surcharge informationnelle, hein, on ne sait pas faire le tri entre des informations qui vont être pertinentes ou des informations qui vont être superflues. Ça peut aussi peut-être altérer la prise de décision, augmenter finalement la charge cognitive et le stress chez les utilisateurs. Donc ça, en fait, voilà, on voit bien que comme toute technologie, elle a son lot de ressources et son lot de contraintes et il faut aussi le garder en tête.
Il y a un autre aspect que j'aimerais aussi nuancer, c'est la notion de tâches à faible valeur ajoutée. Parce qu'on entend beaucoup ça, on va automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que ces tâches à faible valeur ajoutée, elles peuvent aussi parfois avoir une certaine utilité. C'est-à-dire que quand on a des journées très très remplies, pleines de réunions, etc., avec une très forte charge cognitive, et bien parfois ces tâches un peu monotones, un peu voilà, remplir son agenda, etc., ça peut être des moments aussi de respiration dans la journée pour les travailleurs. Donc c'est aussi voilà, des fois des discours qu'il faut un petit peu nuancer aussi. Donc finalement, l'introduction de l'IAG, elle génère son lot d'opportunités pour les équipes. Mais aussi, voilà, il faut garder en tête qu'il y a des risques à anticiper. Donc notamment la peur de la technologie pour les personnes qui ne seraient pas habituées voilà, aux outils numériques. La peur d'être dépassé, de ne pas avoir la compétence. La surconnexion aussi, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup. Alors pas tant dans le contexte de l'IA, mais plus dans l'usage des outils digitaux de manière générale. Voilà, du sentiment d'isolement, de l'épuisement. Donc tout ça, c'est des choses aussi à garder en tête quand on met en place ce type de transformation. Donc il va y avoir plusieurs défis. D'abord, c'est de comprendre les enjeux individuels et collectifs, parce qu'on va avoir des problématiques qui vont être différentes en fonction des individus et en fonction des collectifs. Et bien sûr, de les accompagner. Donc pas voilà, introduire la technologie sans y donner du sens, sans donner de la formation, etc. Ensuite, bien sûr, embarquer le collectif aussi dans son usage. Donc à la fois des formations individuelles, mais aussi collectives. Et bien sûr, définir et promouvoir un usage éthique et responsable de l'IA générative. Mais ça, je vais peut-être le préciser un peu plus prochainement. Donc, pour cela, il y a quelques axes stratégiques qu'on vous propose aujourd'hui, qui nous semblent importants. C'est d'abord d'impliquer les collaborateurs, notamment au travers de démarches de co-construction des usages, voilà, de l'IA avec toutes les équipes concernées. Et ne pas hésiter aussi sur le plan individuel voilà, à ce que les managers aussi s'impliquent et testent l'outil, même sur le plan personnel. Voilà. Essayer d'inciter à tester soi-même et à bidouiller, à voir un peu ce que ça donne aussi, sans voilà, cette pression de la performance, à se dire il faut absolument que je fasse un prompt parfait, etc. Mais vraiment, voilà, essayer un peu de promouvoir ce type d'usage. Et surtout mettre en place un système de feedback continu pour ajuster les pratiques et aussi améliorer l'intégration des outils au sein des équipes. Donc ça, c'est un exemple aussi d'ateliers qu'on peut mettre en place autour des usages, etc. Ensuite, donc favoriser la transparence et la mise en place d'une gouvernance claire autour de l'usage de l'IA. Donc, avec des questions là aussi assez simples, qui utilisera l'IA et dans quel but, quelles données seront collectées et analysées, et aussi la présence indispensable d'un arbitrage humain derrière les décisions générées par l'IA. Bien sûr, ne pas la laisser générer seule les décisions dans les processus. Enfin, et pas des moindres, la mise en place de formations et d'un accompagnement approprié aux différents métiers. Et bien sûr, voilà, favoriser un accompagnement, un apprentissage continu, donc pas du one-shot, vraiment faire ça sur la longueur, voilà. Et sensibiliser aux biais algorithmiques et aux enjeux éthiques pour favoriser un usage adapté. Voilà, donc là, c'était vraiment une partie qui nous semble la plus importante et qui fait une jolie transition pour Alexandra, qui va vous proposer voilà, une perspective intéressante autour de la formation.
Merci Juliette. Donc c'est vrai que quand on parle des formations comme axe stratégique et comme perspective pour les organisations, oui, effectivement, on peut penser aux formations, compétences techniques pures, comment faire un prompt efficace, adapté, comment bien utiliser cet outil de façon technique, mais il faut aussi mettre au même plan d'importance tout ce qui est soft skills ou savoir-être. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce terme, on parle aussi de compétences transverses. Alors qu'est-ce que c'est les soft skills? Donc ça sert à appréhender les défis de transformation des tâches et des emplois, donc c'est une définition de l'OCDE. Bien sûr, c'est très recherché dans les organisations en France, hein, c'est un avantage concurrentiel pour les RH. Dans un univers hyper concurrentiel justement, mais elles font débat à cause de la capacité ou non des individus à les apprendre parce qu'elles ne sont pas assez bien connues, assez bien évaluées, appliquées. C'est vrai que technique, voilà, côté évaluation, c'est un peu plus facile à mettre en place, mais dans la littérature, il y a aussi des critères d'évaluation de tout ce savoir-être. Développer ces soft skills en entreprise, c'est un enjeu de taille, voilà, parce qu'on doit s'adapter. Pourquoi? Parce que selon Bélier, les soft skills ont comme caractéristique d'être reconnues comme adaptées à son contexte professionnel, elles sont profondes et stables et ne relèvent pas du savoir ou du savoir-faire. Alors, des études sont sorties. Je suis désolée, je ne me sens pas très bien. Je vais peut-être m'asseoir un petit peu. Je ne sais pas si je peux... Ouais, je veux bien. Excusez-moi, je manque un petit peu d'air. Je vais te chercher un verre. Merci. Pardon, donc je reprends. Non, c'est bon, juste m'asseoir, merci. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est un top 10 dans la littérature qu'on a relevé, des soft skills qu'on devait maîtriser à l'ère de l'IAG. Alors on n'a pas le temps malheureusement de toutes les détailler, mais on voulait faire un focus sur 3, qui sont la pensée critique, la métacognition et la résilience. Alors on les a catégorisés en 3 catégories, tout ce qui est compétences cognitives, compétences sociales et les humanités au sens large. Alors déjà pour la pensée critique, donc la pensée critique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est raisonnement analytique, prise de recul, décomposer des problèmes complexes. Alors certes, la pensée critique va intervenir pour tout ce qui est production du contenu, pour effectuer tous les correctifs nécessaires. Merci. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer un papier là qui est tout récent, qui a un peu fait débat là il y a 1 ou 2 semaines. Il y a des chercheurs de Microsoft qui ont montré que avec l'usage de l'IAG, plus les gens y faisaient une confiance aveugle et plus cela a mené à une atrophie cognitive de la pensée critique, un peu comme un sportif qui n'utilise plus ses muscles, donc ça devient atrophié. Là, c'est vraiment au même sens. Et c'est notamment vrai pour des tâches, donc les gens faisaient encore plus confiance à l'IAG sur des tâches à faible valeur ajoutée, comme tu disais. Et du coup, on prend comme vérité absolue ce qui va nous produire, et du coup, on n'utilise plus assez de notre pensée critique. Donc les chercheurs, ils mettent en avant notamment qu'il faut développer des stratégies pour atténuer ces effets négatifs, comme par exemple demander les sources, ou demander vraiment des explications détaillées sur les explications de cette réponse, voire même de demander des validations à des personnes externes pour garder cet esprit critique, quelle que soit la tâche demandée. Ensuite, pour la métacognition, alors on ne peut pas trop développer comme on veut. La métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est une introspection, une autocritique sur notre propre façon de penser, comment je raisonne, pourquoi je produis tel comportement, etc. Donc c'est vraiment apprendre à apprendre. Et du coup, il faut développer cette soft skills pour savoir penser et réfléchir à notre propre façon de penser et d'exécuter certaines tâches. Alors cela implique des activités comme tout ce qui est planification, contrôle et évaluation de notre raisonnement, notamment lorsqu'il est assisté par l'IA générative. La métacognition, alors on en parle notamment plus dans le milieu de l'éducation, peut-être aussi au niveau de la recherche, parce que c'est un rôle crucial dans l'apprentissage efficace pour adapter ses approches et améliorer ses performances. Notamment tout ce qui est enseigner et apprendre différemment, désapprendre avant apprendre, donc voilà, enlever les chemins neuronaux qu'on a déjà fait, se poser les bonnes questions, etc. Tout ça, ça va rentrer dans le développement de la métacognition.
Et enfin, dernière soft skill qu'on voulait vous montrer, c'est bien sûr tout ce qui est résilience et gestion du stress. Donc vraiment tout ce qui est résistance et dépassement d'événements critiques. Un certain optimisme. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que ça nous permet de gérer des environnements de travail complexes et dynamiques, comme le disait Juliette tout à l'heure. On peut aussi rester positif face à l'adversité dans un contexte banni. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Avant, on parlait de VUCA pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Ça, c'était avant le Covid. Maintenant, après le Covid, on a atteint une nouvelle étape dans notre paradigme où c'est maintenant brittle pour fragile, anxious, non linéaire et incompréhensible. Donc vraiment, il n'y a plus rien qui va, on n'a plus de repères, on n'a plus rien. En plus, avec l'actualité, on en parlait encore ce matin, il n'y a rien qui va. Mais du coup, le changement, avec ce développement, le changement, il est plus vu comme une opportunité de se développer. Il est limité et il est aussi temporaire. C'est vrai que Juliette parlait tout à l'heure des TIC. Il faut garder en tête et relativiser d'une certaine façon, parce que là, on dit, OK, l'IAG ou les robots, ça va tout révolutionner. Certes, ça va révolutionner nos modes de travail, mais ce n'est ni nouveau, ni spécifique à l'IAG. On sait qu'il y en aura d'autres, donc autant développer cette capacité justement à s'adapter, à savoir que oui, il y en aura d'autres et que ça va changer notre façon de travailler. Mais là où il faudra faire attention, c'est cette transition où certes, il y a des activités qui vont être enlevées, mais jusqu'à quel point ça va en créer de nouvelles, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc là, il y a des choses qu'on peut mettre en place au niveau individuel, collectif, organisationnel, à voir voilà, jusqu'à quel point on peut accompagner tout ça. Voilà, on s'arrête ici et on est ouvert à vos questions. Merci. Oh ouais, ça va. Un petit coup de chaud.